Hello, bonjour à tous. Est-ce qu'on m'entend bien? Bien, il y a des coupures. C'est très clair, on t'entend très bien. Bon, Ok, super. Ok, super. D'accord. Déjà, merci à tous. Merci à chacun de vous de nous avoir rejoints. Ça n'a pas été facile, je pense, hein, pour un samedi comme ça. Voilà, rejoindre, mais je pense que l'intérêt y est. Et également, merci à nos speakers qui nous ont rejoints aussi. Et j'aimerais excuser monsieur Jean Guignagne qui a un gros empêchement, qui ne sera pas avec nous. Mais bon, on a notre speaker qui sont là, qui vont nous faire honneur, en fait, voilà, de nous tenir en haleine tout ce, comment c'est 1 à 2 heures de temps, le programme qu'on a pu, en fait, voilà, soumettre. Du coup, comme on avait déjà présenté au départ, c'est un webinaire, donc totalement gratuit. Déjà, merci à nos speakers qui ont voulu que ce soit comme ça. Et ça porte sur les opportunités donc, logistiques face à la portée digitale pour les pays de l'Afrique. Donc, on comprend qu'il y a des opportunités qui existent dans le domaine de la logistique, également pour répondre à des insuffisances dans certains points clés. Et aujourd'hui, on a des entreprises, des startups qui essaient de trouver des solutions pour pouvoir permettre voilà, au domaine de la logistique d'être un peu plus performant et permettre aux entreprises de pouvoir donc répondre à des questions d'efficacité et aussi d'efficience. Et du coup, on a là nos participants, donc des entreprises qui existent au Sénégal, au Maroc et aussi en Côte d'Ivoire. Donc, à savoir, on a Diago, on a Logidou, on a Sénégal Logistique, respectivement de Ali Ouattara, de Tamsir Ousmane et de Cyril Pouy. Donc, je pense que c'est un échange, un partage d'expérience sur le domaine donc de la logistique, les opportunités. Vous aurez tout le temps de poser des questions, c'est une interaction, voilà, des explications, quelle est la vision que les chefs d'entreprise partagent sur ce domaine, quels sont les challenges qu'ils rencontrent, quels sont les domaines qui ne sont pas suffisamment voilà, exploités dans la logistique et quelles sont évidemment les solutions qu'ils pourraient proposer donc face à la technologie aujourd'hui qui existe, quels sont également le niveau technologique, on va dire, dans le domaine du digital qui existe aujourd'hui, quels sont les modèles en fait qu'ils utilisent pour optimiser le flux et la gestion de leur entreprise, tout ça, c'est des questions qui nous intéressent, c'est des points qui nous intéressent. Du coup, ils sont là, ils vont répondre à ça. Et voilà, c'est un peu ça. Ce sera interactif. Vous aurez le temps de poser des questions sur les différents profils également. Donc là, souhaite que ce soit interactif. Je vais passer déjà à la présentation des speakers où chaque speaker devra présenter son profil. J'ai fait quelques recherches, mais je vais pas. Voilà, je vais quand même leur donner la parole pour qu'ils puissent se présenter et puis qu'ils puissent voilà, nous dire ce qu'ils font, ce qu'ils ont fait, de là où ils viennent et comment ils sont arrivés en fait aujourd'hui à la logistique et aussi à construire des entreprises qui participent beaucoup en fait à l'optimisation des flux dans nos sociétés. Voilà. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Monsieur Ousseynou Pouy à se présenter. Donc, j'ai essayé de faire un petit résumé qui se présente un peu pour qu'on puisse voilà, savoir. Allô? Est-ce qu'il nous entend? Est-ce que monsieur Ousseynou nous entend? Oui, je vous reçois 5 sur 5 et bonjour à tout le monde. Bonjour. D'accord. Donc, il s'agit ici de faire une brève
présentation hein, de ton profil et tout, comment tu es passé d'assistant export à CEO, fondeur de Sénégal Logistics. Voilà. Allô? Bonsoir. Allô? Allô, allô, vous m'entendez? Oui, oui, on t'entend. Ah oui, d'accord. Pouvez-vous répéter la question, s'il vous plaît? D'accord. Donc, il s'agit ici, comme je disais, de faire une brève présentation de ton parcours. Donc, on a vu que c'était très intéressant. Du coup, si aujourd'hui, on peut connaître un peu, les différentes entreprises que tu as eu à faire, les postes que tu as eu à occuper jusqu'à atteindre le niveau de CEO, fondeur de Sénégal Logistics. Et voilà, qui va nous aider en fait à mieux comprendre en fait le parcours de combattant que tu as eu. Voilà. Ok, merci beaucoup, Aristide, pour déjà l'invitation et tout. Et je pense que ça, c'est une excellente opportunité, voilà, pour faire un partage d'informations par rapport, voilà, à la manière dont c'est frayé un chemin dans le secteur de la logistique. Et voilà, parlant de mon parcours, en fait, à la base, la première formation que j'ai eu à faire, c'est une formation au niveau de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis en langue, littérature et civilisation du monde anglophone, où j'ai obtenu ma licence en anglais. Et après ces études-là, j'étais plus orienté côté professionnel. Donc, il me fallait faire une formation très pratique, très technique, qui m'aurait permis, voilà, d'avoir des compétences avérées et éventuellement d'occuper des postes de responsabilité dans certaines entreprises. Et lorsque j'ai passé en revue un certain nombre de formations, j'ai été particulièrement séduit par le monde du transport maritime et de la logistique. Donc, le premier diplôme que j'ai eu, professionnel que j'ai eu à obtenir, c'était une maîtrise en management portuaire et logistique au niveau du centre de Dakar en partenariat avec l'Université littérale Côte-d'Ivoire. Et à la suite de cela, j'ai fait mon master aussi dans le même secteur d'activité. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai intégré la DHL Global Forwarding en tant que stagiaire. Voilà. Le paradoxe dans ça, c'est que j'avais fait une formation en management portuaire et maritime, mais ma première expérience a été faite au niveau de l'aéroport. Donc, c'était un monde totalement différent, mais qui m'a permis, tant soit peu, de consolider ma formation. Donc, j'ai fait près de 8 mois au niveau de la DHL. Je suis passé du service Air Freight au service Ocean Freight en ayant un passage au niveau du Warehouse and Distribution Department. Et à la suite de cela, j'ai eu à faire un séjour scientifique dans certains ports européens comme le port d'Anvers, le port du Pas-de-Calais, le port de Rotterdam, d'Amsterdam. Et l'idée derrière, c'était un peu de faire un benchmarking, de voir la manière dont les ports étaient gérés, la manière dont la logistique se faisait dans les entreprises européennes et voir dans quelle mesure on peut transférer cette applicabilité au niveau des ports africains et sénégalais de manière particulière. Donc, après ça, j'ai rejoint le groupe Epimoller, Maes, dans son département logistique qui était communément appelé DAMCO. Et voilà, là-bas aussi, j'ai eu à faire plusieurs postes. Je suis passé d'agent logistique, de coordinateur logistique, de key account manager à programme manager entre 2014 et 2017. Et entre-temps aussi, j'ai été sélectionné pour prendre part au DAMCO International Graduate Programme, qui était un programme qui sélectionnait les talents du groupe Epimoller. Et on a eu l'honneur voilà, de faire partie parmi les 3 qui étaient sélectionnés au niveau de l'Afrique et le seul qui était sélectionné au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Et ça nous a permis de faire beaucoup de formations en termes d'IT, en termes de digitalisation, en termes voilà, d'intercultural skills. Et voilà, ça nous a mené dans des zones comme
Panama, où on a eu l'opportunité de visiter le port de Panama. On a été aux États-Unis, au niveau de Dubaï, au niveau de Vietnam. Et on a vu, voilà, en tant que tel, comment la logistique se faisait. Et durant cette période, on a été parmi les premiers à travailler, voilà, sur l'un des projets les plus innovants, voilà, en ce temps-là, qui était de créer une application digitale pour permettre aujourd'hui à l'ensemble des utilisateurs, surtout le dernier utilisateur, d'avoir une visibilité par rapport à leurs expéditions. Donc, ça a été ma première expérience en termes de transformation digitale et je l'ai acquis lors de cette formation internationale que je l'ai effectuée entre 2015 et 2017. Et c'est à la fin de 2017 que j'ai rejoint Ito Global Logistics en tant qu'Operation Manager. Et c'était plus pour le challenge. Ito, c'était une nouvelle compagnie créée en 2016. Et entre 2017 et 2019, on a eu l'opportunité de passer de Operation Manager à Country Manager. Et la chance qu'on a eue, c'est on a trouvé une société qui était déficitaire durant ces 3 premières années. Mais lors de notre passage, on a quand même tant soit pas réussi à pouvoir relever le défi, ce qui nous a valu aujourd'hui, voilà, d'avoir des résultats positifs durant les 2 dernières années. Maintenant, ce qui m'a mené vers Sénégal Logistique, c'est voilà, plus une question de passion, de vision, d'ambition. Parce qu'en fait, lorsqu'on est dans une entreprise qui ne nous appartient pas, en fait, la vision elle est très limitée. On peut avoir une vision qui est très lointaine, mais qui peut ne pas être partagée par le propriétaire ou bien le conseil d'administration. Donc, il est important aujourd'hui pour nous, en tant que jeunes, en tant qu'acteurs logistiques, de pouvoir mettre, voilà, de pouvoir faire vivre cette passion-là et de pouvoir, souvent j'ai l'habitude de le dire, moi, ce que je vends, c'est le standard africain, le standard sénégalais. Contrairement à ce que la majeure partie des entreprises disent, qu'eux, ils vendent le standard européen ou bien américain, parce que dans le subconscient de la majeure partie des gens, quand c'est européen, c'est bon, quand c'est américain, c'est bon, mais quand c'est africain, c'est pas de la bonne qualité. Donc, l'idée derrière la création de Sénégal Logistique, d'autant plus qu'on a eu une expérience au niveau de Ito où on a eu à tout créer de bout en bout. On a trouvé une société qui était au niveau 0 et on l'a amené au niveau 100. Maintenant, si on peut le faire pour des entreprises multinationales, je pense qu'on peut bien le faire pour des entreprises sénégalaises. Donc, ça a été un des déclics que j'ai eu et qui nous a poussé à intégrer le monde de la logistique. Et comme que je suis un ancien de Mars, j'ai commencé voilà, à démarcher certains de leurs opérations et tout ça. Et là, aujourd'hui, Mars constitue l'un de mes premiers partenaires parce que j'ai fait beaucoup de transport pour eux. Et c'est comme ça que l'activité a démarré. Et à travers mon salaire, en fait, je ne sais pas si voilà, je peux entrer dans le détail, bien après il y aura des questions par rapport à ça. Mais ce qui m'a donné en fait, j'ai eu à profiter des opportunités que j'avais pour pouvoir faire des prêts au niveau de la banque et injecter ces prêts-là dans la société de transport et ce qui me permet aujourd'hui d'avoir un départ. Et l'autre source de financement, contrairement à ce que la majeure partie des gens pensent, aujourd'hui, il y a une vraie au niveau des tout. Donc, je pense après les prêts qu'on peut obtenir sur la base de son salaire, ce qui m'a permis aussi voilà, d'avoir un fonds de roulement, c'est en fait le réseau d'amis que j'ai eu. Parce qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont de l'argent dans leur compte épargne, qui l'utilisent. D'utiliser cet argent-là pour pouvoir booster le business et en retour leur permettre de générer des profits par rapport à ce placement-là. Donc, je pense que c'est une méthode qui est très efficace, mais peut-être qu'il n'est pas à la portée de tout le monde parce que ça dépend plus de son cercle d'amis ou bien de personnes ou bien d'hommes de confiance.
Mais en fait, la réelle difficulté dans ce secteur d'activité, c'est l'accès au financement. Mais du point de vue organisationnel, du point de vue compétences, du point de vue voilà, technicité, approche client, approche digitale, je pense qu'il y a une très bonne matière ici en Afrique. On a des personnes qui sont très qualifiées, des personnes qui sont à même de relever les défis ici en Afrique. Et je pense que l'essentiel, c'est juste d'avoir le courage d'oser. Et comme on a l'habitude de le dire, the first step is always the hardest. So, à partir du moment où on réussit à franchir la première marche, je pense que tout le reste, ça devient assez facile. Donc, de manière très ramassée, voilà un peu mon parcours et comment j'ai eu à faire ma transition entre salarié et voilà le monde entrepreneurial. Ok, super, 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 très intéressant. Merci beaucoup à M. Sienou d'avoir partagé son expérience. Moi, je retiens que Sénégal Logistique, c'est vraiment un standard, en fait, construit un standard africain qui est basé sur nos propres réalités et qui répond à un besoin assez précis, en fait, pour les entreprises. C'est bien ça, si j'ai compris, hein. Oui, tout à fait. Voilà. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, si on a des questions, on pourra les prendre après. Actuellement, on est plus sur la présentation de nos speakers. Donc, après, monsieur aussi, nous, on a Ali Ouattara, qui est également avec nous en ligne. Je pense que s'il est là, il va ce truc. Bonjour Aristide. Bonjour Ali, j'espère que tu vas bien. Super, super, le samedi se passe. Oui, ça va bien, merci. Et chez D'accord. toi? Super, ça va, super. Donc, je te laisse le floor pour que tu puisses nous présenter également ton parcours et voilà comment tu es arrivé à Diago aujourd'hui. D'accord. Déjà, merci pour l'invitation. C'est, comme le prédécesseur le disait, c'est quand même une opportunité assez intéressante de pouvoir parler de cette opportunité de tout ce qui est logistique et puis également pouvoir rencontrer des personnes dans le domaine. Donc déjà, merci pour cette plateforme et merci à ceux qui ont aussi trouvé le temps pour pouvoir nous suivre aujourd'hui. Alors, globalement, moi, c'est Ali Ouattara. Je suis titulaire d'un master que j'ai obtenu au niveau de l'INPHB de Yamoussoukro, un master diplôme d'ingénieur SK. Là, je me suis essentiellement spécialisé en tout ce qui est marketing, management et stratégie, formation que j'ai complétée avec une certification en stratégie obtenue au niveau de HEC Paris. Et parallèlement, j'ai pu bénéficier de formations au niveau de cabinets tels que BCG, notamment des stages virtuels que ces cabinets-là offrent aux étudiants. Également avec un programme de formation sur tout ce qui est stratégie et méthode de problem solving avec Dalberg Advisors, qui est un cabinet de conseil spécialisé essentiellement sur l'Afrique. Ça, c'est pour ce qui est de la petite formation. Et globalement, l'aventure entrepreneuriale, pour moi, ça a commencé étant déjà sur les bancs en 2018. Là, j'ai cofondé Digit Communication, qui est une agence de marketing digital, essentiellement proposant deux types de services. Tout ce qui est marketing digital axé sur les réseaux sociaux, développement de sites web, et également des formations pratiques sur le digital que nous donnons aux entreprises et aussi aux particuliers. L'entreprise a été globalement rachetée par le groupe NCA. Donc, depuis fin 2021, nous avons rejoint le groupe NCA pour pouvoir prendre en charge la communication digitale de toutes les différentes entreprises du groupe NCA. Il faut dire que sur cette entreprise, j'étais essentiellement en consulting après avoir cofondé, car c'est l'un de mes partenaires à la personne de Ibrahim Togola qui a continué à développer essentiellement le business à mon niveau. Moi, étant encore sur les bancs et devant continuer la formation. Et après la formation, j'ai intégré Pepsi en tant que brand manager, essentiellement sur les thématiques de cola et de tonic. Donc, sur trois marchés principalement, le marché ivoirien, burkinabé et malien. Globalement, la mission, c'était de faire en sorte que l'image de ces différentes marques-là soit vraiment la meilleure sur ces trois marchés et également augmenter notre chiffre d'affaires. Mais en raison de la pandémie et au vu de certains problèmes budgétaires, nous n'avons pas pu avoir d'impact assez réel dans les deux autres pays. On s'est essentiellement limité à la Côte d'Ivoire jusqu'au retrait du permis d'exploitation au niveau de la filiale de Pepsi en Côte d'Ivoire, ce qui m'a poussé vers Glovo, qui était sur une thématique de mise en place d'un département Q-Commerce. Donc Q-Commerce, le Q c'est pour Quick
commerce. C'est aujourd'hui la troisième génération du e-commerce. On est passé sur un modèle où les consommateurs se rendaient sur place pour faire leurs achats, à un modèle où on commandait, on pouvait attendre 2, 3 jours pour recevoir les produits. Mais aujourd'hui, la troisième génération, on est sur une thématique de rapidité. Les consommateurs veulent de plus en plus être livrés le même jour et pouvoir également retourner les produits le plus facilement possible. Donc, allant sur cette logique-là, aujourd'hui, tous les grands acteurs du e-commerce dans le monde essaient de développer ce département-là. Et ça passe par 3 points clés, à savoir tout ce qui est grocery. Donc, ça passe par la signature de partenariats avec des distributeurs qui sont sur place. Par distributeur, j'entends des entreprises comme Prosuma en Côte d'Ivoire, CDCI, Auchan, etc. Pour le volet grocery, ça passe également par le développement du volet retail, donc signer des partenaires qui disposent de boutiques qui sont sur des thématiques un peu plus particulières, telles que L'Oréal, avec des produits cosmétiques, etc. Et enfin, l'idée, c'est le lancement de dark stores. Donc, les dark stores, ce sont des warehouses, donc des entrepôts que les entreprises de e-commerce vont lancer, mais uniquement dédiés à la livraison en ligne. Donc, imaginez un supermarché, mais n'étant pas ouvert au grand public. Donc, ça, c'est le concept des dark stores. Ce sont ces 3 piliers qui constituent le département Q-commerce. Donc, j'ai rejoint Glovo Côte d'Ivoire en tant que partner business leader chargé du développement de ces 3 volets-là. Pour faire simple, lorsque vous vous rendez aujourd'hui sur Glovo, tout ce qui n'est pas de la nourriture rentre dans le cadre du Q-commerce. Et j'étais en charge du développement de ce segment-là. Et c'est justement en travaillant sur ce département et sur ces problématiques qu'on a pu comprendre qu'aujourd'hui en Afrique, il y a un segment qui était vraiment pas exploité ou mal exploité, à savoir la digitalisation de tout ce qui est secteur informel, qui représente quand même pas moins de 85% de l'économie africaine. Selon nos statistiques et les recherches qu'on a pu faire avec le cabinet Nielsen, on a découvert que pas moins de 85% des Ivoiriens faisaient leurs achats dans des magasins ou dans les marchés traditionnels d'Abidjan. D'où l'idée m'est venue avec les équipes de pouvoir digitaliser certains marchés d'Abidjan, en commençant par 3 marchés clés. Le concept, c'était de faire en sorte que les consommateurs puissent faire leurs achats sur ces marchés traditionnels-là sans pouvoir se déplacer, en mettant sur place des pickers Glovo qui étaient chargés d'acheter les produits et de les confier aux livreurs pour livraison. Et on a commencé sur cette lancée. Globalement, ça a commencé à aller dans le sens qu'on voulait. On a lancé d'autres marchés, atteignant 6 sur les 13 marchés à Abidjan. Parallèlement, sur les thématiques de lancement de tout ce qui est dark store, j'ai eu à avoir des interventions au niveau du Kenya pour pouvoir assister encore sur les thématiques de lancement de ces différents marchés traditionnels là sur place. Au Ghana également, en charge de la formation des équipes qui étaient recrutées sur place. Et à la fin, le projet ayant atteint quand même une rentabilité en 6 mois avec 6 entreprises qui roulaient, là, il était question de travailler sur les modèles de développement et voir dans quelle mesure on pouvait étendre ça aux différents pays. Et pour ce fait, il a été question pour nous de prendre part au sommet au niveau du siège de Glovo à Barcelone pour pouvoir présenter la stratégie et comment on avait procédé pour digitaliser ce segment précis au niveau de l'Afrique. Donc après l'Espagne, on a également été envoyé au niveau de l'Éthiopie pour juste un brief au niveau des équipes pour voir éventuellement comment on pouvait lancer ces différents business-là. Et de retour, je me suis dit, comme mon prédécesseur en parlait, la vision de Glovo à date ne sera jamais d'être à 100% focus sur le segment de tout ce qui est secteur informel. Donc pourquoi ne pas lancer une start-up qui serait à 100% dédiée à ce segment-là? D'autant plus que sur l'environnement international, ce secteur avait quand même le vent en poupe et il y avait énormément d'investisseurs intéressés par ce domaine-là. Donc, globalement, j'ai commencé, moi, à mon niveau, je ne suis pas allé sur des prêts. On a juste décidé de lancer un MVP en novembre, juste en allant avec quelques ambassadeurs qui sont allés nous constituer une base de données. Constitution de base de données, ça consiste à aller discuter avec des vendeurs, leur présenter le concept Jago et prendre les informations nécessaires et surtout des informations liées au point GPS et aussi aux quantités, les produits, les meilleures catégories qui sont vendus sur place. Donc, on a commencé ainsi. Et en février, formellement, on constituait la structure et on commençait les opérations avec une petite équipe
Dans le temps, j'étais encore sur le projet à temps partiel. Mon cofondateur était chargé des opérations et à 100% dessus. Parce que moi, travailler à temps partiel permettait aussi de dégager un salaire qui permettait de supporter les opérations pour avoir quand même énormément de traction. Et dès qu'on a pu avoir la traction nécessaire fin février, on a commencé à approcher les VC, donc les venture capitalistes, pour essayer de lever des fonds rapidement. On a également commencé à discuter avec des fondateurs d'entreprises similaires au niveau de SecoWatch, Shari et Baxabé, globalement. On a trouvé quand même des synergies avec Shari en termes de roadmap, en termes de ce qu'on propose et ce qu'on voulait proposer dans 2, 3, 5 ans. Et on a du coup décidé de fusionner et de rejoindre le groupe Shari en cédant 100% les 100% du capital de Diago contre des actions au niveau de Shari. On pourra venir en détail sur le deal s'il y a des questions dans ce sens-là un peu plus tard. Mais globalement, voici un peu comment le parcours, de façon sommaire, comment mon parcours se présente, comment Diago a été fondé et comment on a pu quand même de façon très accélérée aujourd'hui devenir cette start-up-là. On est en croissance aujourd'hui entre recrutement des équipes et puis mise en place de ressources propres à nous, entrepôts, etc. Donc voilà, ça c'est un peu mon petit parcours et c'est un plaisir d'être ici. Merci à toi, Ali. Je pense que c'est très intéressant. Tu as partagé des points qui me parlent directement hein, en termes de livraison et tout. Et puis, le passage de Glovo à Diago, tu as expliqué que en fait, Glovo ne sera pas un 100% dans l'informel, que vraiment l'opportunité qu'il y avait de digitaliser l'informel était vraiment criard. Donc, je pense que c'est très intéressant. On pourra revenir effectivement, comme ce que tu as dit au niveau du deal avec Shari. On pourra te poser des questions là-dessus parce que ce qui intéresse aussi les participants, c'est de savoir en fait, est-ce que les grosses entreprises ou encore les banques financent un peu plus facilement les startups et quelles sont Tout à fait. les conditions en fait qu'il faudrait réunir en fait pour avoir ça. Donc, je pense que si les gens ont les questions, ils pourront attendre un petit peu. On va revenir. Donc là, on passe à M. Tamsir Ousmane, qui est également un grand de la livraison, de la livraison. Et moi qui m'inspire également par son concept de logistique intelligente, c'est-à-dire une logistique qui va permettre en fait d'utiliser ce qui est technologique. Donc, je vais lui laisser se présenter s'il est en ligne avec nous. Oui, bonjour. Bonjour, c'est Tamsir. Vous avez le floor. Hein. Bonjour, comment vous allez? Super, super. Et vous? Très, très bien. Je salue déjà Ousseynou, qui est mon président. Et en tout cas, l'ensemble de l'auditoire. Moi, je m'appelle Tamsir Traoré, 36 ans. Alors, mon parcours assez atypique quand même. Faut comprendre que déjà, je suis d'une famille de logisticiens, mais c'était le dernier métier que je voulais vraiment exercer. Quand on vit dans ça et qu'on voit ses parents qui n'ont pas d'heure, qui n'ont pas de vie, en grandissant, je te dis, je vais faire tous les métiers sauf ça. Donc, j'ai fait mes études au Maroc. Une fois que j'ai terminé, j'ai eu la chance de travailler pour une entreprise. C'était déjà un stage pour une entreprise qui fait au Maroc tout ce qui est distribution de produits laitiers et tirés à l'agro. C'est les yaourts à boire, les jus. Ça allait même jusqu'aux fruits et légumes. Et à l'époque, j'étais arrivé en stage et le défi était de digitaliser la vente. Donc, c'était de mettre en place de l'informatique embarquée chez les livreurs et de pouvoir digitaliser un peu tous les points de vente qu'on avait, que ce soit des supermarchés, des boutiques, des laiteries et autres. Donc, c'était une première expérience assez difficile parce qu'à l'époque, il fallait cartographier l'ensemble du territoire marocain. Pour un jeune subsaharien, ce n'est pas vraiment la meilleure tâche en tout cas, mais c'était très, très intéressant parce que ça nous a permis déjà de
d'être familier à certaines notions de réseau, de distribution. Et ça a été une très, très belle expérience. Et à l'époque, le cabinet qui accompagnait justement le groupe pour ce déploiement m'a juste après proposé de les rejoindre en tant que consultant sur la partie supply chain. Et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment intégré le monde de l'organisation, le monde de l'entreprise, je vais dire. De l'autre côté, on était beaucoup plus de l'autre côté de l'usine, donc on faisait qu'exécuter, c'était du pur opérationnel. Mais vraiment, avec ce poste, on a commencé à un peu voir l'entreprise d'un autre œil. J'ai fait là-bas 2 ans où j'ai eu la chance de travailler sur de gros projets au Maroc, la réorganisation des régies de fourniture d'eau et d'électricité, voilà, pas mal de projets. Et je me suis dit, bah, c'est quand même le moment de rentrer. Et j'avais cette soif de prouver, mais de le faire chez soi. Quel que soit ce que tu as accompli de l'autre côté, le soir en rentrant, tu as quand même ce petit tic qui te dit, bah, tu es en train de le faire chez les autres et tu n'es même pas capable de le faire chez toi. Donc, ça grandit à un moment où tu as juste envie de rentrer. Et c'est ce qui s'est passé en 2010, ouais, en 2010. Et j'arrive, bon, naturellement, je rejoins l'entreprise familiale, mais qui, eux, étaient beaucoup plus sur toute la partie grosse logistique, c'est ce qui était transit, entreposage et distribution. Et ça ne m'intéressait pas trop d'aller au port. Je l'ai fait 3 à 6 mois, mais je ne sentais pas vraiment de valeur ajoutée. J'étais simplement en train de faire ce que les gens font. Alors que, bon, à cet âge-là, on cherche fondamentalement à impacter. Donc, c'est de là où est né déjà, tout d'abord, Texte Courrier. Et l'idée, c'était de se dire, il y avait quand même une niche au Sénégal où il n'y avait pas d'acteurs, quasiment pas d'acteurs local, qui était le courrier express. À l'époque, il y avait des boîtes de courrier express, mais cette notion de messagerie nationale n'existait pas vraiment. On n'avait que la Poste qui fournissait ça et les gens n'étaient pas vraiment enclins à travailler avec la Poste parce que justement, la qualité de service n'était pas au rendez-vous. Donc, c'est à ce moment-là qu'on s'est dit, bah, on va monter une boîte de courrier express. Et l'idée, c'est de fournir des prestations de messagerie avec les mêmes standards que ce qu'on voyait un peu partout en Europe, au Maroc et dans la sous-région. Donc, Texte Courrier est né comme ça. L'idée, c'était de pouvoir relier les régions et de pouvoir proposer des départs quotidiens vers toutes les régions. On a commencé comme ça, on a travaillé avec des banques. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu te lances dans des activités comme ça, plus tu as de régions, plus tu as de challenges. Et sur chaque challenge, tu dois avoir un taux de remplissage assez défini si tu ne veux pas faire capoter la boîte. Donc, plus tu ouvres de lignes, plus tu crées des chances qui vont faire qu'une ligne va engranger énormément de pertes, surtout sur les 18 premiers mois. Donc, on a lancé ça. On travaille avec des banques, des sociétés pétrolières. Et c'est juste après que Jumia est arrivé au Sénégal avec justement ce désir de développer le e-commerce. Nous, on avait déjà posé un réseau qui permettait de faire ça. Et on était tout heureux parce que ça allait être un client et un secteur qui allait valider notre modèle. Donc, on a démarré avec eux. Et vraiment, avec les banques, ça nous a permis de développer l'activité de messagerie. Et en 2016, on a eu la chance d'avoir l'un des leaders marocains de la logistique qui est arrivé au Sénégal et qui est rentré dans le capital de Texte Courrier. Donc, le but, c'était de développer la messagerie, mais surtout de développer le service et d'intégrer des composantes technologiques, parce que la Voie Express était une boîte qui était fortement ancrée sur la tech et permettait une traçabilité des colis. Donc, ça nous intéressait beaucoup. Et on se disait, on avait 2 moyens, soit de lever de l'argent
à cette époque, c'était vraiment difficile. En 2010-2012, on ne parlait pas vraiment de start-up. Donc, c'était soit d'essayer de lever, quasiment impossible, ou bien de se dire, bah, finalement, l'argent, j'en ai besoin pour développer une technologie. Et si je ramenais un partenaire qui me ramenait cette technologie et qu'on fusionne. Donc, c'était l'idée de base. Et c'est comme ça que Tex Courrier est devenu, a fait une joint venture avec La Voie Express. Et à ce moment-là, on a vraiment développé la logistique, mais axée B2B. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2016 aussi, on s'est rendu compte d'une autre opportunité. C'était que bah, le schéma était très simple. Dans l'exercice de vouloir avoir de plus en plus de livraisons, on a voulu s'attaquer à des secteurs en se disant, si on n'est pas capable d'identifier un secteur et d'apporter une valeur ajoutée à ce secteur, bah, c'est que ce n'est pas la peine. Donc, on a commencé par la santé en lançant une boîte qui s'appelait Pharma Express, qu'on a, qu'on a revendu en 6 mois. On a revendu en 6 mois parce qu'on s'est rendu compte que c'était un secteur très, très fermé. Donc, en arrivant, faisant une lettre à l'ordre des pharmaciens, on nous appelle pour nous dire, bah, vous pouvez rêver, vous n'aurez jamais cette licence. Donc, on a tout de suite déchanté, mais par contre, on a vu un partenaire qui était intéressé, on lui a revendu la boîte. On lui a revendu pour se dire, bon, on allait se mettre dans un tout autre créneau et on a pensé à l'industrie musicale. Ce qui se passait au Sénégal, c'est que des acteurs, bah, même en Afrique, hein, de manière générale, c'est qu'à l'époque, on était encore dans le CD et les gens posaient des CD dans des magasins en dépôt-vente et attendaient que des gens puissent potentiellement l'acheter. Donc, on s'est dit, ils les mettent en dépôt-vente. Le modèle, c'était qu'un CD qui est vendu à 5 000 francs, bah, ils le mettent en dépôt-vente à 4 000 et c'est le gars qui gagne 1 000 francs simplement en vendant le CD. On s'est dit, bah, 1 000 francs, c'est le prix moyen d'une livraison. Et si on contournait le modèle en nous disant, bah, on va dire à l'artiste, tu nous donnes le CD, on va le vendre à 5 000, c'est le prix de vente, mais tu vas dire que la livraison est gratuite. Ce qui va pousser de plus en plus de gens à acheter ton CD, mais en réalité, la livraison n'était pas gratuite parce que les 1 000 francs de livraison, on les pluguait sur ces 4 000 francs qu'ils vendaient aux grossistes et ça faisait les 5 000. Donc, avec les 5 000, lui, l'artiste, il pouvait livrer partout au Sénégal gratuitement et nous, on se faisait 1 000 francs. Avec le volume, c'était quand même énorme. Donc, on a commencé comme ça a très, très, très bien marché. On a commencé à mettre ce concept de livraison à domicile pour les CD de musique. Ensuite, on s'est attaqué aux concerts, aux tickets de stade. Très difficile. Imaginez un événement de 7 000, 8 000 personnes, les tickets qui sont disponibles une semaine avant l'événement et tout le monde qui veut un ticket. C'était une grosse expérience. Et on a aussi revendu malheureusement Indilma, mais cette fois-ci, c'était beaucoup plus par choix, parce qu'à un moment, on dit des 2 startups en devenir, il fallait justement en choisir une. Donc, on s'est dit, bah, on va céder le B2C et on va le donner à une boîte d'événementiel. C'est là où on s'est vraiment focus sur Tex Courrier. Et en 2018, je suis sorti du capital parce que justement, j'avais de plus en plus, on avait cette maîtrise sur le marché local, on savait faire de la messagerie, d'autres acteurs étaient venus et avaient commencé à faire la même chose que nous. On voulait passer à une autre étape. Donc, j'ai préféré sortir et laisser Tex Courrier suivre son chemin et moi lancer un autre produit qui est Logidoo. Alors, Logidoo, c'est quoi? C'est une plateforme. Nous, on s'est dit 2 choses. En lançant Logidoo, on s'est dit, il faudrait qu'on apprenne des erreurs du passé. Et on s'est dit quelles étaient en tout cas, qu'est-ce que nous, en tant que logisticiens, on vit, qui nous rendait notre vie impossible, c'est qu'on est tous les jours, tout le temps sollicité par le client. On est sollicité par le client parce qu'il veut une offre. On est sollicité par le client parce qu'il veut un suivi. On est sollicité par le client parce que des fois, il a juste besoin de conseils.
On s'est dit, il faut qu'on crée une plateforme, une intelligence artificielle qui fasse que tous ces points-là, bah, le client n'ait plus à nous la demander, mais qu'il la demande directement à la plateforme et que la plateforme soit capable de lui répondre de manière instantanée. Donc, c'est le premier challenge qu'on s'est posé. Ensuite, on s'est dit, sur le marché aujourd'hui, il y a énormément d'acteurs compétents et qui sont hyper ambitieux. L'idée, ce n'était pas de recréer la roue, mais de créer une sorte d'autoroute qui allait permettre d'organiser ces flux. En nous disant, nous allons agréger tous ces acteurs et nous allons les organiser de telle sorte à pouvoir permettre aux clients d'avoir un service en end-to-end. C'est-à-dire, aujourd'hui, il veut faire une expédition à l'international. Il n'a pas à parler à 2, 3 interlocuteurs. Il a à travers la plateforme un interlocuteur et cet interlocuteur qui est digital va organiser le travail en dispatchant selon les métiers. C'est-à-dire que le dossier qui arrive chez le transitaire qui fait ce qu'il a à faire, qui le remet sur le pipe, le dossier qui arrive chez le transporteur, qui fait son transport, qui a sa décharge, qui le plug sur la plateforme. Ce qui est, voilà, vraiment donner une chaîne de valeur où tout est 100% digitalisé et en permettant à des acteurs à forte valeur ajoutée de faire leur métier, de se spécialiser dans ce qu'ils savent faire. Et c'est de là où est née l'idée de Logidoo. On l'a lancé from scratch. C'était des débuts très, très difficiles hein, en tant qu'entrepreneur parce que tu es confronté à deux choses. C'est un, est-ce que tu es en train de faire le bon move? Et deux, est-ce que tu arriveras à créer quelque chose qui est beaucoup plus d'ampleur que ce que tu avais lancé précédemment? Est-ce que tu ne te retrouveras pas dans 5 ans à te dire merde, finalement, j'ai fait une erreur, j'aurais dû rester dans mon projet initial. Donc, tout ça, c'était un projet très difficile. Dans tous les sens, même par rapport à la concurrence, parce qu'aujourd'hui, quand tu parles de marketplace, avant tu étais un acteur, il est très difficile après de revoir d'autres acteurs et de leur dire, guys, vous allez venir, on va devenir des partenaires. Tant que le concept n'était pas vraiment compris, c'était très difficile en tout cas d'avoir un feedback positif des acteurs logistiques. Parce qu'ils te considèrent, ils n'arrivent pas à te détacher du concurrent que tu étais hier. Donc, on a travaillé vraiment 1 an dessus. Et une fois qu'on a senti que bon, les gens ont commencé à comprendre, on a commencé à agréger les acteurs. Et on s'est dit, OK, l'ambition, c'est de vraiment connecter les marchés africains. Aujourd'hui, le Covid nous a montré une chose, on peut s'entraider qu'entre nous-mêmes. Si l'Europe nous ferme ses frontières, il n'y a plus rien. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour aujourd'hui permettre à ces marchés africains-là de vendre entre eux, d'envoyer des enveloppes, des colis, des palettes, des conteneurs, des camions, d'une manière 100% digitalisée et instantanée. J'ai un business à Abidjan, tout de suite, je dois répondre aux clients tout de suite. Je ne vais pas envoyer des demandes de cotation à des entreprises, attendre 2 à 3 jours pour ensuite avoir mes coûts logistiques, les intégrer et envoyer l'offre. C'est de l'avoir de manière instantanée. Donc, on a travaillé sur un premier corridor qui est le corridor Casablanca-Dakar. On a agrégé l'ensemble des acteurs et on a pu organiser un transport qui permettait toutes les semaines d'avoir des départs entre Casablanca et Dakar en des délais de 4-5 jours. Ensuite, on a dit on va connecter d'autres pays et ce qui a mis qu'on a lancé aujourd'hui dans 7 autres pays, la Mauritanie, le Mali, la Côte d'Ivoire depuis janvier, Conakry et bientôt le Cameroun. Donc voilà un peu, pour ne pas trop tirer en longueur mon parcours, ce que nous faisons. Et s'il y a des questions, je serai ravi d'y répondre. Merci. D'accord. Merci beaucoup. Merci, Tamsir. Je pense que tu as donné des éléments qui étaient très poignants. On voit vraiment le parcours de l'entrepreneur dans toute la logistique, donc depuis de la livraison, courrier, pli, tout ça, jusqu'à aujourd'hui à Logidoo. Un peu ce que tu as traversé et tout, et c'est très intéressant. Du coup, là, on rentre dans une phase d'échange avec nos 3 participants. Donc, j'ai excusé
Monsieur Jean Nyaïn qui s'est excusé parce qu'il avait un problème, mais bon, peut-être qu'il va nous prendre en marche. Donc, déjà, aujourd'hui, c'est de rentrer en fait dans une phase de discussion autour donc, du sujet qui nous réunit ici, comme je disais, les opportunités logistiques face à la portée digitale pour les pays de l'Afrique. Donc, aujourd'hui, en fait, je pense que mail, chaque speaker a essayé de dire un peu en fait à quelle problématique son entreprise répondait. Et on a trouvé que c'est vrai qu'ils sont dans le même domaine, la logistique. Chacun essaie de répondre en fait à un besoin bien précis. Donc, je pense que M. Tamsi a vraiment développé sur son point. Et Ali également a essayé de donner quelques points et M. Ousseynou également a essayé de donner quelques points. Mais si en fait il y a eu des incompréhensions, s'il y a des incompréhensions, on souhaiterait bien évidemment que nos participants, nos speakers puissent revenir sur quelque chose en fait en termes voilà, de l'existence même en fait de l'entreprise. Donc, on sait un peu pour Tamsir, c'est de pouvoir utiliser les outils, on va dire, technologiques pour répondre à un besoin bien précis en termes de mise à disposition des produits. Et puis, pour Ali, c'est de pouvoir aujourd'hui, en fait, contribuer à la digitalisation du secteur informel. Et puis, pour monsieur Ousseynou, c'est aujourd'hui de pouvoir construire un modèle standard logistique qui permet en fait aux entreprises de pouvoir répondre aux exigences de livraison et de mise à disposition des produits.